Dans ce numéro de Mac 3V, retrouvez la profession d'architecte, suivie de la monographie de Reichhofen-Neviller. La profession d'architecte, en général, c'est donc de construire des espaces au service d'un client, qu'il soit particulier, entreprise, société HLM ou collectivité publique ou locale. Et donc, bien entendu, faire appel à un architecte, c'est espérer surtout faire un projet esthétique, fonctionnel et qui réponde bien sûr à la fonctionnalité recherchée et dans un prix donné que fixe le client. Donc je travaille dans le cadre d'un statut libéral, donc à titre individuel. Et donc effectivement ma spécialité c'est depuis quelques années, depuis 98 essentiellement, c'est la rénovation donc, des maisons à colombage, dont je me suis fait un peu une spécialité, pour pouvoir, je dirais, avoir suffisamment de références et bien convaincre les propriétaires que c'est possible. Ben là, le projet correspondait à une façon de travailler d'un client donc, qui achète des corps de ferme pour les diviser en lots indépendants. Suivant le cas de figure avec le minimum de parties communes, voire aucune, ou là, comme un truc sur Sam, au moins la cour comme accès au garage, qui est donc commune aux différents lots. Et ensuite, le principe, c'est que les clients achètent un bâtiment en l'état, le rénovent avec l'architecte, moi ou un autre, et ensuite, bien sûr, en sont propriétaires et l'entretiennent à leurs frais, etc., pour éviter d'être dans un régime de copropriété. Mais le cahier des charges, c'est en général respecter l'esprit d'abord du lieu, parce que chaque maison est adaptée à un lieu, que ce soit, comme on a vu, soit un terrain plat, soit un terrain en pente, etc. Donc composer avec le lieu, composer surtout aussi avec, je dirais, le climat, c'est-à-dire les vents dominants, l'ensoleillement, etc. Et puis, c'est aussi donc voir au départ quelles sont les surfaces disponibles. Parfois, la maison est un peu trop petite, il faut prendre sur une partie d'une grange, par exemple, comme on a vu à Chakendorf. Donc, l'idée, c'est toujours dans mon projet, c'est de me glisser dans de l'existant. C'est pas venir transformer l'existant, etc. Oui, c'est-à-dire qu'au niveau intérieur, on va adapter cette maison à un mode de vie d'aujourd'hui. Donc, des gens qui travaillent, qui rentrent, qui ne vivent pas dans la maison toute la journée comme les anciens agriculteurs. La façon aussi de vivre avec les enfants a changé, hein, où les parents aiment bien que les enfants restent près d'eux dans leur activité, etc. Donc des espaces souvent ouverts hein, au niveau des rez-de-chaussée, où la lumière va être recherchée de façon la plus abondante possible. Et puis et ensuite des espaces, je dirais, de nuit où on va aussi beaucoup composer avec les ambiances de clair-obscur, je dirais, que permettent justement les jeux de poutres, les ouvertures qu'on va créer dans le toit, etc. Donc un peu faire naître une certaine poésie dans les espaces à travers les jeux de lumière qu'il va y avoir au fil des saisons et au fil des heures de la journée. C'est très important aussi de concevoir que l'espace il va être dynamique en fonction de la journée et surtout des saisons. Donc effectivement nous sommes installés à Utenhofen parce que nous sommes tombés amoureux de cette ferme en y ayant visité. C'était pas tout à fait notre secteur de recherche au départ, mais bon nous sommes très contents parce que en fait dans le secteur il y avait peu de rénovation, ça commence à se faire de plus en plus depuis quelques années. Et en plus, effectivement, on a pu, compte tenu du volume qu'il y a dans cette ferme, y créer 2 gîtes ruraux qui
permettent également à des gens d'autres régions de voir comment rénover une maison, comment redonner une vie à des bâtiments aussi importants, etc. Donc il faut quand même trouver des fonctions en remplacement de celles qui ne sont plus. Et ça m'a permis donc aussi de créer mon secteur d'activité qui est autour du Tenhofen, autour de 15-20 km, quoi, de telle manière à être près des chantiers, près des clients, parce que la rénovation, ça demande une très forte présence. Et donc c'est incompatible avec des chantiers à des centaines de kilomètres, par exemple, quoi. Les matériaux, effectivement, sont ceux qui respectent le plus l'existant, c'est-à-dire le bois, parce qu'il faut une compatibilité avec le bois si on veut que le bois continue à respirer et à bien se comporter dans le temps. Donc ça veut dire préserver les torchis, déjà au départ, mettre de la tuile, bien sûr, à terre cuite, si possible ancienne, revêtir de crépi à la chaux, et si possible aussi isoler avec des matériaux dits respirants, c'est-à-dire des matériaux naturels ou dits environnementaux comme la laine de chanvre, comme le torchis éventuellement. On peut aussi redoubler le mur d'un mur intérieur par exemple. La terre cuite, donc pour tout ce qui est revêtement de sol par exemple. Mais ce qui me plaît le plus, c'est d'abord de faire revivre une maison qui a été abandonnée, parce que souvent ce sont des maisons qui ne sont plus habitées depuis des dizaines d'années, voire presque un siècle, comme Schachendorf par exemple a été plus habité depuis la partie la plus ancienne depuis très très longtemps. C'est souvent d'éviter qu'une maison aille à la démolition. Ça c'est aussi une grande satisfaction. Et c'est surtout de faire donc renaître avec, à travers les yeux du client, quoi, de voir un peu comment l'humain va découvrir cette évolution, etc. Donc c'est de participer à une création finalement avec un client qui va s'investir de plus en plus dans le projet. Lui aussi va découvrir des aspects de cette maison qu'il n'avait pas vu au départ. Et ça aussi, c'est souvent une satisfaction de voir comment il va s'approprier, va, comme vous l'avez vu aussi, prolonger cette maison par les aménagements extérieurs, par des travaux qu'il va finir lui-même, des choses comme ça. Donc, de façon, de manière générale, un architecte, je pense, est surtout satisfait par tout cet aspect de faire naître quelque chose de rien, quoi. Alors soit d'un terrain, quand c'est du neuf, soit d'un bâtiment qui a presque plus de vie, quoi. La société a été créée en 1985 et nous avons aujourd'hui près de 150 membres. Eh bien, dès l'an 2000, en février, lors d'une réunion de comité, nous avons pensé qu'il était bon que la Société d'Histoire se charge d'écrire la monographie de Reichshoffen, puisque beaucoup de documents ont été publiés soit dans les annuaires de la Société d'Histoire ou alors par d'autres auteurs, et il fallait donc réunir tous ces renseignements sur Reichshoffen et sur Névillers, de façon à ce que le lecteur ait un condensé, ait une synthèse de ce qui s'est passé, soit le siècle dernier, soit donc ce siècle-là. Voilà, alors cette année, donc, nous sommes en moins arrivés à la publication pour le mois de décembre, mais il fallait naturellement, pendant 4 ans, réfléchir sur le contenu. Dans un premier temps, nous voulions seulement réaliser un ouvrage, c'est-à-dire avec des cartes postales, avec des documents photographiques et des légendes, et ensuite un deuxième livre plutôt historique. Et longtemps nous avons discuté, et en fin de compte, ça s'est fait que nous ayons choisi un ouvrage très important avec 350 pages, réunissant à la fois des documents photographiques et la partie historique. Pour réunir les documents, il fallait pratiquement faire le porte-à-porte. Et nous sommes arrivés à réunir près de 2000 photos.
Après, il fallait bien sûr faire un choix. Il y avait des documents plus ou moins de bonne qualité. Et nous sommes quand même arrivés à retenir la moitié des photos. Et pour ce qui est de la documentation, c'est-à-dire la partie écrite, eh bien, il fallait consulter les archives départementales, les archives municipales, et de plusieurs samedis, quelques membres du comité se sont réunis à la mairie pour consulter les délibérations du conseil municipal. Et ceci depuis la Révolution. Et c'est donc un travail fastidieux puisque la plupart des premières délibérations ont été écrites en allemand gothique et nous sommes très peu à pouvoir déchiffrer ces textes. Alors nous avons donc lancé une souscription cette année, au début de l'année, et après avoir acquis donc une aquarelle d'André Riel, et nous avons été agréablement surpris des souscriptions puisque nous sommes arrivés à près de 1000 souscriptions. Et naturellement, nous avons commandé maintenant 2000 livres puisque nous pensons que de bouche à oreille, d'autres lecteurs se manifesteront. Alors pour réunir toutes ces photos, nous avons fait plusieurs annonces dans la presse. Nous avons distribué un mailing dans tout Reichshofen comme quoi nous recherchions des documents. Et par contre, on a eu très peu de retours. Alors ça fait que, bon, on était 2 ou 3 personnes à pratiquement faire du porte-à-porte, c'est-à-dire que nous sommes allés chez les gens où on savait, où on espérait qu'elles avaient encore de vieilles photos. Et là, nous avons j'ai pu récolter à peu près, pas tout à fait 2000 photos. Et bon, pour faire un livre, 2000 photos, bon, on ne peut pas faire les 2000, donc il faut qu'on fasse un choix. Écoutez, on choisit d'abord au niveau qualité, on essaie de prendre la meilleure qualité de ce qu'on a, et après on choisit au niveau de l'image en elle-même, ce qu'elle représente, pour qu'on reconnaisse, pour qu'on sache où c'est, et éventuellement reconnaître des personnages. Bon, en 14-18, je me dirais personne ne reconnaîtra plus personne. Mais par exemple, là, la photo de l'entrée, là, on voit le général Philippot, donc on retient celle-là. Et là, on retient parce qu'on a des troupes en armes, donc on voit bien le défilé des troupes. Au fur et à mesure que nous avons récolté les photos ou les documents, nous les avons scannés, donc nous les avons numérisés, et nous constituons un fichier sur CD-ROM de toutes ces photos. C'est-à-dire que toutes ces photos seront archivées et resteront toujours là, et ce sera la mémoire visuelle donc, de Reichshofen. Et à partir de ces CD-ROM, on pourra organiser des expositions où on pourra alors mettre des thèmes, par exemple une exposition sur la religion, une exposition sur le commerce, une exposition sur les guerres, une exposition sur l'artisanat. Et alors là, on pourra montrer des photos à ce moment-là, plus de photos ou des photos plus inédites. Eh bien, je fais ce qui est l'essentiel pour moi, c'est la mise en page des textes et des photos. Une fois qu'on a mis les textes, que les textes sont en forme, on regarde quelles photos on retient pour illustrer le texte. Et puis, quand j'ai le tout, je mets donc le texte en page et je place les photos aux endroits judicieux. On fait une première mise en page, ensuite des corrections, on déplace, on supprime, on rajoute jusqu'à ce que sera la version définitive qui peut être la 2e, la 3e ou la 4e version. J'essaie dans la mesure du possible que la photo colle au maximum avec le texte. Si c'est un texte assez important, il faut l'illustrer, il ne faut pas qu'on ait des pages qui ne contiennent que du texte. Donc on choisit la photo en fonction de son intérêt, soit son intérêt historique ou son intérêt avec le texte. Hein, Donc une fois qu'on a les photos, maintenant il faut déterminer l'emplacement du texte par rapport à l'emplacement des photos. Là, il y a un équilibre aussi de la page et que le texte soit vraiment au maximum collé avec la photo, quoi. Et ça prend du temps, tout prend du temps.
Ah ben, rien n'est terminé. Nous continuerons à publier des annuaires. Donc, la population de Reichshoffen et des environs sera toujours encore mis au courant d'autres renseignements que nous n'avons pas pu figurer, qui ne figurent pas dans ce livre.